L'histoire commence dans un vaste champ désert où un chevalier confus nommé Dias se demande s'il est victime d'une mauvaise blague. Plus d'un mois auparavant, il était rentré chez lui après avoir remporté une victoire éclatante à la guerre. En récompense, le roi de son pays lui avait accordé un vaste domaine à lui où il devait vivre et qu'il devait administrer. À présent, Dias comprend qu'il s'est fait avoir puisque le roi l'a pratiquement chassé de la capitale pour l'envoyer vivre sur une immense étendue de terre vide. N'ayant reçu aucune autre instruction du roi, Dias pense être libre de faire ce qu'il veut. Il parcourt donc le champ à la recherche de nourriture et d'autres ressources. Peu après, il tombe sur un ruisseau limpide et profite de son eau rafraîchissante. Il continue ensuite à explorer les terres jusqu'à la tombée de la nuit. N'ayant trouvé ni nourriture ni ressources, il s'allonge pour se reposer en se disant qu'il quittera le domaine si toute la région est réellement vide. Le lendemain matin, une jeune Oni nommée Alna interrompt son sommeil en lui donnant un coup de pied et en exigeant de savoir ce qu'il fait sur ces terres. Dias est confus car il n'y avait personne autour de lui la veille. Elle ne se soucie pas de sa confusion et continue de l'interroger afin de connaître ses origines. Dias lui dit qu'il est littéralement sans abri, ce qui rend la jeune fille méfiante. Elle lui demande alors ce qu'il faisait sur ces terres et il lui explique honnêtement que quelqu'un l'a envoyé vivre ici. Il lui révèle ensuite que son seul objectif actuel est de survivre jusqu'au lendemain. Comme Alna refuse de le croire, Dias lui parle de ses rêves. Il explique que ses parents décédés lui avaient demandé comme dernière volonté d'aider les autres et de protéger les faibles et qu'il en avait fait le but de sa vie. Bien qu'Alna s'attende à ce que Dias mente au sujet de cet objectif si noble, sa corne commence à briller d'une lumière bleue, ce qui l'oblige à le croire. A l'inverse, Dias est un homme au cœur pur et il ne comprend pas pourquoi la jeune fille le soupçonnait. Elle lui demande s'il est un ami ou un ennemi, mais il lui rappelle qu'il n'est ni l'un ni l'autre puisqu'ils viennent tout juste de se rencontrer. Pour une raison inconnue, les paroles pourtant raisonnables de Dias ne font que l'énerver davantage. Il se demande pourquoi elle est si frustrée, puis il se rappelle qu'elle vit sur son domaine, ce qui fait d'elle l'une de ses propres sujets. Pensant que la jeune fille teste sa sincérité envers ses sujets, il déclare sérieusement qu'il est son fidèle allié afin de la rassurer. Il promet de la protéger de ses ennemis, quels qu'ils soient, ce qui fait briller sa corne d'un éclat intense. Même la jeune fille est surprise par la force de la sincérité de Dias et elle l'entraîne soudainement quelque part. Peu après, ils entrent dans un village d'Onis. Dias se demande pourquoi il n'a pas pu trouver le village plus tôt, mais il n'a pas le temps de réagir, car la jeune fille le traîne jusqu'à la maison de sa chef. À l'intérieur, la chef est surprise qu'Alna ait amené un étranger, car elle est habituellement très prudente avec les inconnus. Alna lui explique que sa corne n'est jamais devenue rouge, et qu'elle a au contraire brillé d'un bleu éclatant lorsqu'il s'est déclaré son allié. En entendant cela, la chef demande à Dias s'il acceptera également de devenir son allié. Il accepte, affirmant qu'il est l'allié de tous ceux qui vivent dans le village. Cependant, lorsque Dias commence à expliquer que le roi l'a envoyé ici, Alna se lève furieusement et pointe une flèche sur lui. La chef l'arrête car elles n'ont pas encore entendu toute l'histoire de Dias. Toutefois, elle le fixe elle aussi d'un regard sévère et exige une explication complète. Il reste calme malgré la menace et explique que ses parents lui ont toujours dit d'aider les autres et de protéger les faibles. Comme ils sont morts très tôt, Dias s'est retrouvé orphelin. Il a rassemblé les autres orphelins de la ville afin qu'ils vivent ensemble et ils ont survécu en effectuant de petits travaux et en chassant de faibles monstres. En grandissant, une guerre a éclaté contre le pays voisin, alors il a mis ses talents de combattant au service du champ de bataille. Là-bas, il a démontré un talent naturel incroyable pour le combat, ce qui lui a permis de gravir rapidement les échelons. Après 20 années d'une guerre amère, Dias est revenu victorieux et le roi lui a accordé ce domaine vide en récompense. La chef hoche la tête, convaincue qu'il est sincère dans son désir de gouverner son domaine. Elle lui demande alors s'il resterait son allié même si elle et son peuple n'étaient pas des sujets de son royaume. Dias sourit et répond qu'il continuera à la protéger en tant que voisine. À ces mots, la corne de la chef brille elle aussi en bleu, alors Alna baisse son arc. Dias se demande pourquoi elle lui a posé une question aussi étrange, puis il comprend soudain quelque chose. La chef acquiesce, admettant qu'elle et son peuple ne sont pas ses sujets. En réalité, sa tribu est l'ennemi du royaume de Dias. Malgré leur situation, la chef pense que Dias peut devenir son allié car son aura est d'un bleu si pur. Avant qu'il ne décide quoi que ce soit, elle lui demande de l'écouter. Après s'être présentée sous le nom de Moll, elle explique que son peuple a été chassé des plaines il y a plus de 50 ans. Depuis lors, ils sont en guerre avec son royaume, tentant de récupérer leurs terres. Dias se demande comment ils peuvent vivre sans être détectés à l'intérieur du domaine du royaume, alors elle lui explique que son espèce peut utiliser la magie emmagasinée dans leurs cornes. Pour le lui démontrer, elle devient invisible grâce à un sort le laissant stupéfait. Elle révèle ensuite que son peuple peut facilement dissimuler tout son
village avec la même magie. Diaz comprend enfin pourquoi il n'a pas pu détecter le village auparavant, mais il se demande pourquoi Moll lui révèle des informations aussi sensibles. La chef sourit en disant qu'elle ne lui aurait jamais fait confiance si sa corne n'avait pas brillé en bleu. Il s'avère que les Onis peuvent détecter les intentions des autres espèces grâce à leurs cornes. Si une personne n'a aucune mauvaise intention envers eux, leurs cornes restent incolores. Cependant, si elle a des intentions malveillantes, leurs cornes deviennent rouges pour les avertir. Parfois, une personne peut provoquer une lueur bleue, ce qui signifie qu'elle est bienveillante envers le peuple Oni. Malgré cela, si une personne aux bonnes intentions commence à avoir des pensées mauvaises, la corne teinte immédiatement le bleu de rouge. Comme Diaz n'a jamais provoqué la moindre nuance de rouge sur leur corne, elle pense qu'il est une personne totalement digne de confiance. En réalité, elle le considère comme un simple d'esprit, car il essaie encore d'honorer les dernières volontés de ses parents morts. Bien que Diaz soit confus, Moll lui propose de l'aider à gouverner son domaine, promettant de lui donner une maison, de la nourriture et du bétail pour commencer sa nouvelle vie. En échange, elle espère qu'il pourra garder son village secret aux yeux du roi. Diaz accepte son offre et promet de protéger son peuple tant qu'il ne menace pas son royaume. Moll est satisfaite de son attitude, alors elle ordonne à Alna de l'accompagner et de lui montrer les habitudes de leur village. Alna acquiesce d'abord, mais elle est ensuite choquée lorsqu'elle réalise ce qu'on vient de lui ordonner. Moll lui rappelle que c'est elle qui a amené Diaz en premier lieu, donc c'est à elle de s'occuper de lui. Bien qu'elle soit frustrée, Alna accepte. Après cela, elle sort avec Diaz et demande à quelques villageois de lui construire une maison. En seulement quelques heures, les villageois bâtissent efficacement une maison à structure en bois. Diaz est surpris par leur rapidité, alors Alna lui explique que son peuple ne peut pas toujours rester caché. C'est pour cette raison qu'ils construisent leur maison avec des structures légères afin de pouvoir les démonter facilement en cas d'urgence. Une fois la maison installée, Alna lui dit que la nourriture et le bétail lui seront envoyés plus tard. Elle lui propose aussi de l'aider avec le bétail par la suite, ce dont Diaz la remercie. Cependant, il se sent un peu inquiet concernant le nombre de sujets sur son territoire et lui demande si elle connaît un moyen d'augmenter leur population. Alna ne comprend pas pourquoi il veut davantage de sujets, surtout puisque la nourriture est limitée sur leurs terres vides. Elle lui demande comment il compte s'occuper d'une population grandissante, ce qui fait comprendre à Diaz son erreur. Elle lui donne alors un sac de poudre étrange, en expliquant qu'il s'agit d'un appât spécial capable d'attirer les animaux sauvages. Alna dit à Diaz de prendre cette poudre et de la répandre loin du village, puis elle lui explique qu'il pourra gagner plus d'argent pour chaque bête qu'il ramènera. Diaz, avec sa mentalité de gros bras, sourit en apprenant qu'il a enfin un travail qui demande des muscles plutôt que de la réflexion. Quelques minutes plus tard, après s'être suffisamment éloigné, il décide qu'il est enfin temps de commencer la chasse. Cependant, comme Alna ne lui a jamais dit quelle quantité de poudre utiliser, il répand tout le sac comme un idiot. Cela attire tout un troupeau de bovins sauvages, mais Diaz ne voit dans cette situation qu'un défi excitant. Il lève sa hache et accueille le troupeau, déchirant les bêtes comme si elles n'étaient les rien. Après avoir chassé la moitié du troupeau, le reste des animaux s'enfuit, laissant Diaz seul avec les cadavres de leurs malheureux congénères. Malheureusement, il se rappelle enfin qu'il doit aussi transporter les lourdes bêtes jusqu'à chez lui. Sans charrette pour les déplacer, il laisse les autres animaux derrière lui et n'en porte qu'un seul. Alors que Diaz rentre chez lui, il s'inquiète qu'Alna soit en colère contre lui, puisqu'elle s'agace facilement de ses absurdités. À sa grande surprise, elle est ravie de voir l'énorme bête, car la viande est une ressource rare dans son village. En voyant son air déçu, Alna lui demande ce qui ne va pas, alors il lui explique qu'il a dû laisser plus de 3 douzaines de bêtes derrière lui. En apprenant à quel point il est fort, elle est choquée et revoit immédiatement son opinion sur lui. Moll sort également et félicite Diaz pour sa démonstration de virilité. Alna est d'accord et part rapidement prévenir les villageois afin qu'ils puissent ramener le reste des bêtes. Diaz se demande ce que Moll entend par virilité, alors elle lui explique qu'il s'agit simplement de la capacité d'un homme à travailler. Plus un homme est capable de travailler et de gagner de l'argent, plus il est viril aux yeux des femmes de sa tribu. Après avoir appris cela, Diaz comprend pourquoi Alna semblait si contente de lui, mais il pense que l'apparence et la personnalité comptent également. Moll n'est pas d'accord, affirmant que ni l'apparence ni la personnalité ne mettent de nourriture sur la table. Diaz comprend son point de vue, il réalise que, pour une petite tribu, la nourriture et la survie sont les seules choses vraiment importantes, contrairement aux habitants du royaume. Puis Moll lui dit qu'il devra travailler encore un peu plus dur s'il veut épouser une beauté comme Alna. Il devient gêné et fait comme si ce n'était pas du tout son intention, ce qui pousse Moll à le taquiner encore davantage. Le lendemain, Diaz se réveille à cause de l'odeur d'un petit déjeuner fraîchement préparé dans sa chambre. Il découvre Alna en train de cuisiner pour lui avec un sourire bien plus
soumis que celui qu'elle affichait auparavant. Après avoir mangé, il complimente sa cuisine, ce qui la fait rougir. En le regardant manger d'aussi près, Alna ne supporte plus la tension et décide de changer de sujet pour revenir à la chasse. Elle explique que sa tribu a encore besoin d'un puits pour avoir de l'eau ainsi que de toilettes extérieures pour accueillir des invités, ce qui aidera Dias à agrandir son domaine. Cependant, le village n'a pas assez d'argent pour payer l'artisan, alors Dias accepte de chasser pour eux. Alna lui demande de chasser quelques monstres, alors il y réfléchit. Même si la viande de monstres est toxique et immangeable, leurs matériaux rares se vendent à des prix incroyables. Dias accepte de chasser, se demandant si ces paisibles plaines abritent vraiment des monstres. Alna révèle qu'elle peut détecter les monstres grâce à sa corne magique, mais Dias refuse de la mettre en danger. Cependant, elle insiste pour l'accompagner, alors il accepte de l'emmener. Plus tard, alors que Dias s'occupe de son bétail, quelques hommes du village lui apportent de la nourriture et des couvertures. En ressentant le respect qu'ils lui portent, il comprend que ce village se soucie réellement des hommes capables de les protéger. À ce moment-là, Alna sort de sa cabane après s'être préparée pour le voyage. Dias remarque qu'elle s'est maquillée, tandis que les autres hommes deviennent jaloux de lui. Pendant ce temps, Alna sourit et lui dit que les autres hommes s'occuperont du bétail pendant qu'ils seront partis chasser. Tous les deux se mettent en route et après avoir atteint une colline rocheuse, Alna récite une incantation magique afin de repérer les monstres. Une étrange lumière bleue l'entoure, lui révélant l'emplacement d'un monstre proche. Dias acquiesce et dit à Alna de se cacher pendant qu'il chasse la créature, mais elle refuse. À la place, elle propose de l'aider en utilisant sa magie de dissimulation, alors il accepte de la laisser combattre. Peu après, il trouve le monstre qui ressemble à une tortue géante. Les yeux d'Alna s'écarquillant de choc car elle sait qu'il s'agit en réalité d'un dragon de terre. Cependant, Dias ne partage pas sa peur. Malgré ses avertissements, il bondit pour combattre et lui ordonne de rester en arrière. Lorsque le dragon le remarque, Dias saute sur son dos et frappe violemment sa carapace dure. L'impact ne laisse pas la moindre éraflure et casse plutôt la pointe de sa hache. Dias tente d'attaquer les points faibles du dragon, mais celui-ci se réfugie dans sa carapace pour se défendre. Alna lui suggère de fuir tant qu'il en a encore l'occasion, car un dragon de terre peut anéantir à lui seul toute une troupe d'hommes. Dias refuse de fuir, car il lui reste encore quelques tours dans son sac. Il décide de frapper le même endroit jusqu'à ce qu'il se fissure et commence à marteler le dos de la tortue. Après un long moment à frapper inutilement avec sa hache, la lame commence à se fissurer. Alna s'inquiète pour lui, mais Dias garde confiance en son arme. Comme sa hache est une arme spéciale ayant appartenu à un ancien shogun, elle possède la capacité de réparer les dégâts légers grâce à un sort de réparation. Cependant, Dias est seulement capable de la forcer à se réparer rapidement grâce à sa magie. Alors, il la répare sous les yeux choqués d'Alna. Il continue ensuite à frapper sans relâche le dos du dragon. Finalement, le miasme toxique émanant du dragon se condense dans la zone et Alna commence à se sentir mal. Réalisant qu'elle est en danger, Dias accepte de partir après avoir porté un dernier coup. À sa surprise, son dernier coup traverse réellement la carapace du dragon. Furieuse, la créature sort de sa carapace et lui lance une boule de feu. Dias esquive la boule de feu et frappe les pattes vulnérables du dragon. Alors qu'il se prépare à attaquer, il réalise que le dragon a repéré Alna. Sachant qu'il n'est pas de taille face à Dias, le monstre rusé décide de la prendre pour cible à la place. Furieux de son audace, Dias saute dans les airs et s'abat violemment sur le dragon, lui transperçant la colonne vertébrale et le tuant. Alna se met immédiatement à pleurer devant sa démonstration de courage et se précipite dans ses bras. Avant même que Dias puisse comprendre son étreinte, elle déclare aussitôt qu'ils vont se marier. C'était la fin du premier épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 2.